Bonjour à tous. Merci aux participants de cet événement Sciences et Société organisé par notre unité de recherche, l'UMR, qui s'appelle l'UMR s'adapte, bon, donc qui travaille globalement sur les problématiques d'agriculture, d'environnement et d'alimentation avec une approche qu'on va qualifier de pluridisciplinaire. Donc notre sigle est un peu abscon, mais voilà. Donc ces derniers temps, l'UMR a souhaité engager engager des relations plus proches, de proximité avec les citoyens, et donc a souhaité organiser ces déjeuners des curieux pour faire parler nos chercheurs à la société, et que la société surtout parle à nos chercheurs. Les objectifs sont multiples, donc transférer ou informer les citoyens à la fois de nos méthodes de recherche qui sont souvent controversées, souvent méconnues, et transférer aussi les connaissances que l'on peut mettre dans les revues scientifiques qui sont inaccessibles au commun des mortels. Et ensuite, c'est qu'effectivement soient mises en débat nos méthodes et nos sujets de recherche. Donc aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir deux volontaires qui sont Nathalie Mathieu-Boll, qui est un professeur en économie à l'Université du Vermont. Rassurez-vous, elle est parfaitement bilingue puisqu'elle est française au départ, et elle a mené pratiquement toute sa recherche aux États-Unis. Et ensuite, eh bien, on a Pierre Levasseur, qui est aussi un économiste, qui est franco-français et qui travaille dans notre UMR s'adapte. Donc, ils ont des approches un peu différentes de la recherche, mais on va parler aujourd'hui des questions d'obésité. Alors, pas forcément avec une approche que je vais qualifier de scientifique du côté santé et biologie, mais avec une approche d'économiste et de savoir quelles sont les mesures qui sont prises pour combattre cette pandémie mondiale. Donc, on a organisé ceci avec 45 minutes d'interview, et je remercie beaucoup Isabelle Gomez de Sciences et Avenir d'avoir accepté de jouer le jeu et d'interviewer nos deux chercheurs. Donc, on a préparé un petit un- trois grands cycles, trois grands pans de questions. Et ensuite, eh bien, la parole vous sera donnée, et sentez-vous libre de poser des questions à nos chercheurs comme vous le souhaitez. Isabelle, je vous laisse la parole, et encore merci à tous les trois d'être là. Et merci aux auditeurs qui sont en Zoom de participer. Bonjour, je vais commencer par présenter nos invités. Donc Nathalie Mathieu-Boll, donc elle est économiste, c'est-à-dire et elle s'est spécialisée dans la santé publique depuis assez longtemps, spécialisée en obésité, et elle a travaillé sur les comportements alimentaires et la modélisation de ces comportements, c'est-à-dire savoir pourquoi on choisit de manger telle ou telle chose. Et elle s'est intéressée aussi à ce que la fiscalité pouvait faire sur le changement de nos comportements alimentaires. Elle a surtout cette année écrit un livre aux éditions La Découverte, qui est un petit repère qui fait en fait un bilan de ce que la science économique a apporté en fait à la connaissance sur l'épidémie de l'obésité. Pierre Levasseur, lui, en fait, a travaillé, il est aussi économiste, il a travaillé pour l'INRAE, comme on vous l'a expliqué, et surtout, en fait, il a travaillé sur des pays comme le Mexique, l'Inde ou le Brésil, qui sont des économies en transition, et il s'est intéressé aux enjeux socio-économiques de ce que l'augmentation de l'épidémie d'obésité faisait dans ces pays-là, donc notamment pauvreté et obésité, obésité et réussite scolaire, ou obésité et réussite professionnelle. Donc, je pense que je vais poser la première question à Nathalie, parce que donc elle a travaillé aux États-Unis, et comme vous savez, c'est la première économie mondiale. Elle a vu apparaître l'obésité dans les années 70-80, et le taux d'obésité n'a cessé d'augmenter dans ce pays. Et aujourd'hui, on atteint 113 millions d'Américains qui sont obèses. Et j'aimerais qu'elle nous explique comment on en est arrivé là. Merci Isabelle, merci pour l'invitation. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on a 73% des Américains qui sont soit en surpoids, soit obèses. Et cela s'explique par plusieurs facteurs, notamment des facteurs économiques. Alors pour comprendre cela, je pense qu'il faut d'abord faire la connexion entre la réalité biologique et la réalité économique. La réalité biologique, c'est un consensus dans le monde médical que la prise de poids
est le reflet de l'apport calorique net. L'apport calorique net, c'est la différence entre les calories ingérées et les calories dépensées. Cette réalité biologique, elle est reflétée dans les données économiques. Dans les données économiques, on voit que la hausse de la prévalence de l'obésité est en premier lieu liée à la hausse de la consommation de calories et en second lieu seulement à la baisse des dépenses de calories. Donc, pourquoi les Américains, entre autres, consomment de plus en plus de calories? Eh bien, il y a 2 raisons économiques fondamentales à cela. La première est ce qu'on appelle un effet de richesse. Les États-Unis sont un pays qui ont bénéficié d'une très forte croissance. C'est à l'heure actuelle un des pays les plus riches du monde. Et donc, quand les gens deviennent plus riches, ils consomment de plus en plus de choses, toutes sortes de choses, y compris de la nourriture. La deuxième raison économique, elle est liée à l'évolution des prix. Non seulement la nourriture est devenue relativement moins chère par rapport à d'autres biens au cours du temps, mais en particulier la nourriture qu'on appelle la junk food, celle qui a une forte densité énergétique, beaucoup de calories et une faible valeur nutritionnelle, eh bien la junk food, elle est devenue de moins en moins chère au cours du temps par rapport à la nourriture saine à basse calorie, comme les fruits et les légumes frais. Pour vous donner un exemple, entre 1980 et 2010, les fruits et légumes frais, leur prix a augmenté de 40% aux États-Unis, mais le soda qu'on met dans la junk food a diminué, son prix a diminué de 35%. Voilà. Donc ça contribue à la hausse de l'obésité. Il y a également d'autres facteurs que je qualifierais de socioculturels qui ont contribué à la hausse de l'obésité. Et l'un d'entre eux, c'est le phénomène de contagion sociale. C'est-à-dire que lorsque le poids moyen dans la population augmente, les normes changent, les normes de référence changent. La norme de poids devient le surpoids, les normes pour les portions de nourriture deviennent des portions, des parts beaucoup plus grandes, et les individus mangent plus, prennent plus de poids et contribuent au changement, à cette évolution des normes sociales. Ça crée une espèce de cercle vicieux qui contribue à la croissance de l'obésité. Et puis, bien sûr, il y a les politiques publiques. Aux États-Unis, on a des politiques publiques parfois au niveau des États ou des villes, mais on a une absence ou une faiblesse des politiques publiques au niveau fédéral en matière de fiscalité, en matière de réglementation du marketing alimentaire sauvage, en matière d'étiquetage, en matière d'éducation sur les normes de poids physiologiquement sains ou les parts raisonnables. Voilà, donc je pense que tous ces éléments ont contribué. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est d'entendre ce que Pierre a à dire, puisque le Mexique n'a pas du tout le même type d'économie que les États-Unis, c'est une économie intermédiaire, et pourtant, il a pu observer avec ses travaux une explosion aussi de l'obésité. Donc, il va nous expliquer pourquoi dans un pays à économie intermédiaire, on voit aussi les taux d'obésité exploser. Il n'y a pas de diapo en fait, hein. Voilà, c'est purement à l'oral, enfin, et puis en visuel, mais il n'y a pas de support. Donc, merci pour cette question. Merci aussi pour votre participation à ces séminaires que l'unité organise. Donc, le Mexique, oui, effectivement, est comme la plupart des pays émergents aujourd'hui, ce que vous avez appelé les pays en transition, hein, ce sont des synonymes, les pays en développement qui ont amorcé leur processus de développement économique. Eh bien, oui, on observe une forte augmentation des taux de surpoids et d'obésité. Le Mexique en est l'exemple, le cas d'école, si l'on veut, puisqu'on a un tiers de la population mexicaine adulte qui est obèse et les 2 tiers qui sont en surpoids, à peu près les mêmes taux qu'aux États-Unis, ce qui en fait l'un des pays les plus touchés par cette épidémie, hein. Et en fait, comment s'en est arrivé là? En fait, on peut dire que l'exportation du mode de vie à l'occidental y est pour quelque chose. Et cela, il est communément admis en fait qu'il y a 3 facteurs concomitants qui ont beaucoup influencé finalement cette prise de poids généralisée des populations des pays émergents, qui vont être premièrement l'ouverture au commerce extérieur, qui vont donner à ces populations des produits ultra transformés, riches en gras et en sucre, et très abordables sur les marchés.
euh, et en même temps réduire les aléas climatiques qui pourraient affecter la production agricole locale et donc conduire à des famines, ce qui fait que ça va stabiliser en fait l'apport calorique, peut-être un peu trop parce que du coup il y a un surplus de l'apport calorique qui est généré par ces produits à bon prix et auxquels donc les populations à revenus modestes mais suffisants vont pouvoir se diriger et malheureusement peut-être augmenter leur risque de surpoids et d'obésité. Le deuxième facteur, c'est un peu lié à l'économie, au marché du travail, c'est la mécanisation dans un premier temps, et puis dans un second temps, la tertiarisation du marché du travail, où finalement l'activité physique au travail va diminuer au cours du processus de développement économique des pays, donc quand ils vont se spécialiser dans les services en quelque sorte. Et puis, évidemment, ce qui accompagne tout le développement économique, c'est souvent un phénomène d'urbanisation. Et l'urbanisation rapide de ces sociétés, en fait, c'est souvent déroulé de manière très dérégulée, ce qui a créé des inégalités un peu socio-spatiales dans les villes, ce qui fait qu'il y a des quartiers voilà, où il y a beaucoup de personnes vulnérables qui vivent et d'autres où il y a des quartiers où des personnes plus aisées vivent. Et donc la société urbaine de ces pays est très fragmentée. Et on va donc observer des quartiers où l'environnement est particulièrement obésogène, c'est-à-dire où le risque de vivre dans ces quartiers, enfin, où le fait de vivre dans ces quartiers augmente le risque de prendre du poids de manière dangereuse pour la santé du fait des commerces qui y sont, de l'offre alimentaire qui est établie, etc. On parle donc, comme je le disais, d'environnement obésogène. Une théorie qui vient donner des informations additionnelles finalement à ce qui s'est passé dans ces pays, c'est la théorie de la transition nutritionnelle développée par Barry Popkin dans les années 90 et qui explique que, en fait, la plupart des pays qui ont amorcé leur développement économique eh bien, sont passés de sociétés agraires où l'alimentation était surtout basée sur des fibres, sur des féculents, sur des produits finalement voilà, assez peu caloriques, mais soumis à beaucoup de fluctuations saisonnières et donc à de potentielles famines, à des sociétés plus modernes où finalement l'alimentation s'est enrichie en gras, en sucre, en produits ultra transformés et où finalement la balance fait que les individus ont eu tendance à prendre du poids parce que eh bien, on va dire que l'apport calorique, comme le disait Nathalie, a dépassé finalement les dépenses en énergie. Voilà, je m'arrêtais là pour ne pas prendre trop. Alors, si je fais un résumé, ça signifie qu'en fait, que le développement économique s'accompagne automatiquement d'une augmentation de l'obésité, Nathalie? Oui, je crois qu'on peut dire ça, puisque le développement économique est fortement lié à la croissance de l'obésité. Et ça, c'est le résultat de l'effet de revenus dont je parlais. Euh, Lorsque les pays se développent, ils deviennent plus riches, les gens dépensent plus. Donc, cela est reflété si l'on compare la prévalence de l'obésité dans les pays riches et les pays pauvres. La prévalence de l'obésité est plus élevée dans les pays riches que dans les pays pauvres. Mais comme les pays pauvres continuent à se développer, deviennent de plus en plus riches, eh bien, l'obésité est en hausse en fait sur tous les continents. Pour ce qui est des pays en voie de développement, ce qui fait penser que l'obésité va également continuer à augmenter de façon très significative, à moins qu'il y ait la mise en place de politiques publiques très efficaces. Ce qui fait penser cela, c'est le fait que l'obésité infantile a fortement augmenté dans les pays en voie de développement. On sait qu'environ 55% des enfants qui sont obèses le restent à l'âge adulte. 80% des adolescents obèses le restent à l'âge adulte. La hausse de l'obésité infantile laisse penser qu'on aura encore plus d'obésité parmi les adultes dans l'avenir, à moins que des politiques publiques soient mises en place. Pierre, est-ce que donc il n'y a que les pays pauvres qui échappent en ce moment à cette épidémie d'obésité? Alors effectivement, dans les pays les plus pauvres du globe, qui sont souvent dans une situation de guerre ou des situations de grave sécheresse où les aléas climatiques sont assez réguliers, la famine et la dénutrition sont encore les principaux problèmes de santé publique. Et il est vrai que les gouvernements se préoccupent assez peu de l'obésité dans le sens où elle est plutôt, on va dire, marginale. Par contre, dans les pays un petit peu plus riches,
que la Banque mondiale va classer dans les catégories de revenus intermédiaires inférieurs, eh bien là, on observe une augmentation plutôt inquiétante des taux de surpoids et d'obésité parmi les classes moyennes inférieures vivant en ville. Donc, on va dire chez les populations qui sortent un peu de la pauvreté urbaine, qui ont accès donc à des produits qui peuvent augmenter leur consommation alimentaire et en se dirigeant vers des produits abordables qui sont souvent les plus gras et les plus sucrés, mais aussi augmenter leur consommation de viande. Et donc, chez ces catégories socio-professionnelles, socio-économiques, on va observer une augmentation de ce risque de surpoids et d'obésité. Donc, c'est des pays comme l'Inde, comme le Sénégal, le Cameroun, le Congo, où on observe cela. Et en contraste à ces populations urbaines éclosant de la pauvreté, eh ben, on observe dans les zones rurales de ces pays des personnes encore extrêmement pauvres qui souffrent encore de la dénutrition. Et c'est pour ça qu'on parle dans la littérature d'une double peine de la malnutrition, c'est-à-dire une coexistence de la malnutrition, de la sous-nutrition en zone rurale et d'une émergence de l'obésité en zone urbaine. Alors, pourtant, il existe 2 pays, la Corée du Sud et le Japon, qui sont quand même 2 économies très développées, hein. Le Japon très développé depuis très longtemps et la Corée qui a rejoint le clan des pays développés et qui ont des taux d'obésité qui sont inférieurs à 5 Donc du coup, Pierre, comment on pourrait expliquer ça? Bien, je pense que ces pays ont été un peu préservés pendant un temps, du moins, de la transition nutritionnelle, du fait d'une alimentation traditionnelle très présente, très, très forte aussi, et finalement une alimentation traditionnelle qui est à la base assez saine. Et je pense qu'il y a aussi, et là je suis moins spécialiste, des éléments culturels qui font que ces populations ont peut-être une autre relation au corps, une autre relation à l'alimentation que les pays occidentaux. Après, il est clair que les États, notamment la Corée du Sud, a mis en place des politiques très ambitieuses de prévention en santé et d'éducation qui ont, je pense, limité l'émergence de l'obésité dans ces pays. Et puis, je pense qu'il y a un lien très clair, et ça a déjà été dit, en fait, entre la pauvreté et l'obésité dans les pays riches. Or, ces pays ont un taux de pauvreté et d'inégalité relativement faible, mais l'exemple le plus frappant, c'est l'exemple de la Suisse, qui est le leader mondial en termes d'IDH. Donc, l'IDH, c'est l'indice de développement humain. C'est mesuré à partir du niveau de vie des populations, du taux de scolarisation et de l'accès aux soins. Donc, la Suisse est le premier au monde. En gros, c'est la société la plus développée dans le monde. Quand on regarde sa population, le bien-être de sa population. Et en Europe, c'est ceux qui ont le taux d'obésité le plus faible. Donc voilà, et on voit vraiment que voilà, le lien entre inégalité, pauvreté et taux d'obésité. Tu veux rajouter quelque chose? Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur la Corée du Sud ou le Japon. Je n'ai pas de référence en tête. Et je suis d'accord. Pour moi, je dirais il y a 3 hypothèses qui peuvent expliquer les taux faibles d'obésité. Un protectionnisme culturel qui a probablement limité la transition nutritionnelle vers les types d'aliments à fortes calories, forte concentration en matières grasses, junk food, alimentation importée. Il y a des normes socioculturelles très différentes qui favorisent la minceur, notamment chez les femmes asiatiques, et des politiques publiques mises en place adéquates, comme le mentionnait Pierre. Alors, ce qui est aussi intéressant, ce qu'apportent les économistes à la connaissance de l'obésité, c'est aussi la capacité de la chiffrer, c'est-à-dire le coût que ça a pour les États. C'est important puisque quand on parle de coûts pour se protéger de l'obésité, voilà, les politiques publiques, on peut mettre en face les coûts de ce que coûte l'obésité. Et donc, Nathalie, est-ce que tu peux nous expliquer comment les économistes calculent le coût pour une société de l'obésité? Oui, alors il y a différents types de coûts liés à l'obésité. Donc l'obésité, elle entraîne des coûts au niveau de la société. Ces coûts sociaux, les économistes appellent ça des externalités négatives. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes non obèses partagent le fardeau de l'obésité sous la forme d'une augmentation de leurs impôts qui financent les systèmes d'assurance maladie pour soigner l'ensemble de la population, y compris les gens obèses qui ont de multiples maladies associées à l'obésité. Donc, il y a une hausse des impôts pour couvrir les soins liés à l'assurance maladie. Pour les systèmes d'assurance privée, les externalités, ça veut dire une hausse des primes d'assurance, puisque de la même manière, qu'on soit obèse ou non, quand on est
quand on fait partie d'un groupe d'assurés, eh bien, on paye une prime d'assurance qui est utilisée pour ultimement couvrir les soins des personnes obèses. Donc ça, ce sont des externalités. Quand les impôts augmentent, il y a également des conséquences sur le marché du travail. Ça crée une perte d'efficience, une perte sèche qui ultimement diminue l'offre de travail. Il y a également les conséquences de l'obésité sur la santé qui ont des coûts économiques qui sont liés à la productivité. Et essentiellement, ces coûts économiques sont liés à ce qu'on appelle le présentéisme. Le fait que quand on est malade, du fait qu'on est obèse, on est moins productif au travail. Et c'est également lié à l'absentéisme. L'obésité qui entraîne des maladies, bien sûr, va amener plus de congés maladie, des problèmes d'employabilité, des coûts en termes d'indemnité pour invalidité et dans une moindre mesure des retraites anticipées. Donc les économistes ont chiffré ces différents coûts pour les différents pays. Si on se concentre sur les systèmes d'assurance maladie, le coût du traitement des problèmes de santé liés à l'obésité et au surpoids en France, il est estimé à environ $150 par personne et par an. Pour ce qui est des coûts de productivité, les pertes de productivité dues à l'obésité qui sont liées à l'absentéisme et au présentéisme, aux retraites anticipées et à l'emploi, sont d'environ 785 € en France par personne et par an. Pour ce qui est du coût total, et je veux dire que la moitié de ces coûts est lié au présentéisme. Le coût total pour l'économie, il est également significatif et en croissance. Ça représente une perte de PIB, de produit intérieur brut, de 2,7% pour la France, contre 3,3% en moyenne dans l'OCDE, donc l'ensemble des pays riches, si vous voulez. Le coût économique, il varie, bien sûr, en fonction des pays, en fonction de la prévalence de l'obésité. Donc, le coût économique, il est par exemple de 1% à l'heure actuelle en Afrique et de 3% du PIB en Amérique. Et d'ici 2060, ces coûts vont augmenter. Donc, en Afrique, ce coût devrait atteindre 2% du PIB, en Amérique 4%, au Moyen-Orient 5%. Et pour l'ensemble de la planète, le coût total global de l'obésité devrait représenter 3,3% du PIB en 2060. Alors ça, évidemment, les coûts, ce n'est pas pour dire aux personnes obèses, vous nous coûtez cher, mais c'est en fait pour pouvoir après décider de politiques publiques. C'est-à-dire que quand on donne des coûts, on se rend compte que les politiques publiques qu'on peut mettre en place, elles valent le coup, en fait, pour l'économie en général. Mais en fait, les coûts ne sont pas uniquement, je pense qu'il y a aussi un coût pour l'individu, c'est-à-dire que les individus prennent aussi en charge une partie de leur maladie. Et ça aussi, ça a été calculé par les économistes. Tout à fait. Donc, pour ce qui est des coûts sociaux, c'est important de considérer ces coûts sociaux parce qu'on veut une population en bonne santé pour maintenir les systèmes d'assurance maladie. C'est très important pour la pérennité des systèmes d'assurance maladie. Maintenant, bien évidemment, il y a des coûts individuels très significatifs pour les individus obèses parce que les systèmes d'assurance maladie ne couvrent pas la totalité des frais de santé. On sait par exemple que essentiellement, l'obésité entraîne le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, un certain nombre de cancers également. Et en France, la totalité des coûts supplémentaires payés par les individus, auxquels donc, on ajoute les coûts liés à ce qu'ils payent pour l'assurance maladie et les assurances santé complémentaires, c'est estimé entre 785 et 970 € par an par individu obèse. Certains individus également font face à des coûts en termes de pénalités salariales dans le marché du travail et en termes d'employabilité. Donc, ça, c'est très variable d'un pays à l'autre. Il n'y a pas énormément d'études sur la France. En France, il y a quelques études qui montrent qu'il y a une petite pénalité salariale pour les femmes et il y a une pénalité à l'emploi également pour les femmes qui sont obèses ou en surpoids. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'études là-dessus qui montrent qu'il y a une pénalité salariale significative pour les femmes de race blanche qui sont obèses et les femmes jeunes également qui sont obèses.
Voilà. Maintenant qu'on vous a adressé un petit peu le bilan de ce qu'on sait en fait en termes économiques, l'économie s'intéresse aussi à trouver des solutions. Et donc en fait, évidemment, donc on connaît les solutions médicales en ce moment, les médicaments, etc. Mais il y a des solutions disons, d'un autre genre qui ne soignent pas l'individu, mais qui essayent de soigner la société. Et parmi une de ces solutions qui est beaucoup utilisée, par exemple en Europe, c'est la taxation en fait des produits malsains. Alors c'est une taxe qui est encore balbutiante puisqu'elle est surtout sur le soda. Mais en fait, beaucoup d'économistes pensent que ça serait il y aurait un intérêt à taxer ces aliments. Voilà. Donc, je pense que tu as pas mal travaillé là-dessus et tu peux nous expliquer un peu l'ensemble de votre réflexion sur ce sujet. Oui. Alors, d'abord, il faut comprendre la logique des taxes nutritionnelles qui se concentrent sur la junk food. D'abord, l'objectif des politiques publiques, comme les taxes, c'est de changer l'environnement que mon collègue a qualifié d'obésogène. Et donc, les taxes sont censées jouer un rôle pour cela. Comme je le disais précédemment, il faut se rappeler qu'un des facteurs essentiels qui explique la hausse de la prévalence de l'obésité, c'est la baisse du coût relatif de la junk food. D'accord ? Donc, l'idée d'une taxe, c'est de contrecarrer cette tendance en réaugmentant le prix de la junk food. L'idée également, ce n'est pas d'éliminer complètement la consommation de Coca-Cola ou de chips, mais c'est de diminuer la consommation excessive de ces produits, la consommation excessive qui a des coûts sociaux et individuels. Donc, certains pays ont opté pour des taxes sur un grand nombre de produits de junk food. C'est le cas du Mexique, de la Hongrie, du Danemark. Mais de façon générale, les taxes sur la junk food, elles sont essentiellement concentrées sur les boissons sucrées. Il y a environ une 50aine de taxes appliquées dans le monde sur les boissons sucrées. En France, on a une taxe sur les boissons sucrées depuis 2015 et cette taxe a changé dans le temps, elle a évolué et elle est prélevée proportionnellement à la concentration en sucre dans les boissons sucrées, en sucre ajouté. Donc, qu'est-ce qu'on sait de l'effet de ces taxes ? Si on prend en compte la baisse de la consommation de boissons sucrées qu'engendrent ces taxes, ainsi que toutes les substitutions potentielles que les consommateurs vont faire vers d'autres types de boissons, d'autres types de nourriture, on trouve que ces taxes ont un effet modéré à important sur le poids corporel. Donc, par exemple, une taxe de 20 cents par litre entraînerait une baisse de poids d'environ 3,2 kg sur un an. Une taxe de 20% de la valeur entraînerait une baisse allant jusqu'à 2 kg par an. Donc, ça, c'est pour les taxes sur le soda. Pour ce qui est des taxes sur les matières grasses, on a moins d'informations, moins de résultats. Elles semblent avoir des effets moins importants sur l'obésité, en France en tout cas. Donc, les taxes nutritionnelles, c'est une solution qui peut améliorer l'environnement obésogène, avoir un effet non négligeable, même si ça n'est pas une solution miracle. Alors, le problème des taxes, comme vous savez, déjà les aliments sont déjà taxés. On a la TVA sur les taxes. Et que les personnes qui consomment plus de junk food, ce sont les gens à revenus modestes. Donc, on peut se demander, est-ce que c'est positif de retaxer des gens qui sont déjà avec des revenus modestes ? Effectivement, j'aurais peut-être un point de vue un peu plus contrasté sur les taxes, même si je partage beaucoup de ce qui a été dit. Et je pense que c'est important d'avancer là-dessus sur une taxation de ces produits, et de changer en fait le coût relatif des aliments en fonction de leur caractère sain et malsain. Mais il faut savoir que les taxes, en fait, en tout cas les taxes des produits malsains sont fondamentalement injustes parce qu'elles vont impacter directement le pouvoir d'achat des populations défavorisées qui consomment davantage de ces produits, et surtout parce que en fait, le budget des ménages plus favorisés ne va pas être affecté d'une augmentation de 20 centimes d'une bouteille de soda. Enfin, ça ne va rien changer à leur pouvoir d'achat, bien entendu. Donc, il y a une petite injustice là-dessus qui pourrait être du moins soulignée.
Et puis après, les effets de ces taxes sont un peu moins forts que ce qu'ils pourraient être parce en fait, on perd de l'effet à cause de fuite de l'efficacité de ces taxes. Alors, je m'explique. En fait, il va y avoir une proportion de la population qui consomme des sodas qui vont continuer à les consommer, ces sodas. Par exemple, si on prend l'exemple de la taxe soda, parce que tout le monde ne va pas changer ses habitudes alimentaires parce qu'il y a une taxe. Il y en a qui vont payer un peu plus et continuer à se procurer ces produits qui maintenant sont un peu plus chers. Ce qui va se passer, c'est qu'on va donc observer une baisse de pouvoir d'achat chez ces ménages qui étaient déjà vulnérables. Or, on le sait, il y a un lien évident entre pauvreté et obésité. Donc, est-ce que ça ne peut pas, en quelque sorte, augmenter le risque d'obésité, de baisser le pouvoir d'achat de ménages précaires? Premier point. Deuxième point, eh bien, chez ceux qui vont effectivement changer leurs habitudes alimentaires parce que certains produits sont taxés, eh bien, on peut observer peut-être des effets substitution, c'est-à-dire des changements de produits dans la stratégie de consommation. Par exemple, le soda, le coca est taxé, bah, peut-être que ces personnes-là vont s'orienter vers des jus de fruits qui ne vont pas être taxés, mais pourtant tout autant sucrés, tout aussi sucrés. C'est notamment, je crois, il y a une étude sur le Mexique qui montre qu'il y a eu un déplacement des consommations de soda qui sont taxées vers des produits non taxés comme les jus de fruits et donc qui n'ont pas forcément amélioré le kilocalories journalier, enfin, surtout la quantité d'énergie absorbée par jour des ménages en moyenne. Je crois que les effets, comme l'a souligné Nathalie, c'est surtout chez les grands consommateurs de soda où là on observe des effets plutôt intéressants, mais chez ceux dans la moyenne, j'ai l'impression que les effets sont un peu dilués du fait de ces différents effets, substitution et revenus. Et c'est pour ça que bon, je pense qu'il faut aller un peu plus loin pour vraiment savoir quel niveau la taxe est efficace et pour qui. Voilà. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur la taxe? Merci. Donc, on peut parler des effets anti-redistributifs ou régressifs des impôts pour les taxes sur le soda, les taxes sur les cigarettes ou l'alcool de la même manière, d'accord? Toutes ces taxes, elles augmentent le coût de ces produits. Et donc, pour les ménages défavorisés, ça représente une plus grande partie de leur budget. Mais je pense que ces analyses, elles sont limitées, elles sont seulement partielles. Elles ne prennent pas en compte des éléments cruciaux. Le fait que les ménages les plus défavorisés sont aussi ceux qui souffrent le plus des maladies liées à l'obésité, parce que ce sont les plus grands consommateurs de boissons sucrées. Et donc, en perdant du poids, ce sont également les ménages qui économisent le plus sur leurs dépenses de santé. Donc, il faut tenir compte, quand on pense aux taxes, et bien sûr, ça va coûter plus cher d'acheter du soda, mais les gens vont économiser sur leurs dépenses de santé. D'accord ? Donc, il faut tenir compte non seulement quand on pense aux taxes nutritionnelles, il faut tenir compte des externalités, les coûts sociaux, mais des internalités également, ces coûts de santé non anticipés par les individus. Et les études les plus récentes montrent que les personnes à faible revenu peuvent bénéficier considérablement des taxes sur les boissons sucrées, plus encore que les personnes riches, à cause des gains en termes de baisse des coûts de santé. Et ça, c'est dû au fait que les personnes à faible revenu présentent des internalités de santé plus importantes et donc vont réduire davantage leur consommation de boissons sucrées en réponse à une taxe. Maintenant, il y a une vaste littérature. Quand on regarde l'effet des taxes sur les boissons sucrées, la littérature, bien évidemment, prend en compte toutes les substitutions possibles vers d'autres boissons et d'autres types de nourriture. Alors, il y a certainement des variations en fonction des pays. Pour les États-Unis, c'est très clair qu'en prenant en compte de toutes les substitutions possibles, les taxes sur les boissons sucrées réduisent l'apport calorique de toute manière. Maintenant, il est très important de mettre en place ces taxes de façon adéquate. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des taxes suffisamment élevées pour qu'elles aient un effet. Il faut qu'elles soient visibles par les consommateurs. Elles ont plus d'effet parce qu'elles sont aussi un signal comme quoi il s'agit d'une boisson mauvaise à la santé. Il faut également des taxes qui sont appliquées sur le volume de sucre. Elles sont plus efficaces. Et la taxe française, à cet égard, est bien mise en place.
Là où on a plus d'incertitudes, c'est sur le niveau de ces taxes. Donc, à l'heure actuelle, par exemple, la taxe sur le Coca-Cola en France, sur le Coca-Cola, elle correspond à 0,15 euros par litre, 15 cents par litre pour cette concentration en sucre dans le Coca. Sans la TVA, la taxe dont je parle, elle va représenter environ 11,5% du prix. Si on ajoute la taxe alimentaire, la TVA, on en est à 16% de taxe sur le Coca. C'est pas énorme, c'est probablement une taxe qui est calée sur les externalités, mais qui ne prend pas en compte les internalités, les coûts non anticipés que auxquels les individus font face. Donc, il est probable que cette taxe soit trop basse. Maintenant, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qu'on appelle la taxation optimale, à quel niveau on devrait mettre ces impôts, et plus de recherche est nécessaire à ce sujet. Voilà. Voilà, donc là, vous avez vu avec ces différents exemples, en fait, que l'obésité, ce n'était pas uniquement quelque chose d'individuel et de personnel et de son rapport à l'alimentation, que c'était un problème beaucoup plus vaste avec des facteurs beaucoup plus importants comme la pauvreté, le type d'aliments qu'ils nous ont proposés. On nous propose de plus en plus d'aliments ultra transformés dans ce marché, et puis le changement de nos modes de vie. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir par rapport à la France, c'est-à-dire en France, on est à 17% de taux d'obésité, et de voir avec nos deux chercheurs quelles seraient les solutions que chacun d'entre eux proposerait pour qu'en France, on puisse voir ce taux baisser, qui est quand même 17, c'est quand même assez énorme. Je vais d'abord pas donner la parole à Nathalie, puis à Pierre, donc pour nous exposer un peu les solutions s'ils étaient aux manettes aujourd'hui en France. Merci. Donc, il y a des choses qu'on connaît assez bien, comme les effets des taxes, bien qu'on ne connaisse pas tout sur la taxation optimale. Les économistes se sont penchés sur un certain nombre de solutions, et donc ce que je peux partager avec vous, c'est ce qu'on connaît. Donc, les économistes ont pensé, OK, pourquoi on ne taxe pas la junk food? Ça, c'est une idée, mais en même temps, peut-être qu'on pourrait subventionner la nourriture à basse calorie, comme les fruits et légumes frais. En fait, les résultats de ces études montrent qu'en général, les gens vont se nourrir mieux si on subventionne la nourriture à basse calorie, comme les fruits et légumes. Donc, la qualité nutritionnelle va être meilleure, mais ça n'aura pas d'effet sur l'obésité. En fait, ça peut même entraîner une prise de poids. Voilà. Donc, les subventions ne semblent pas un outil pour lutter contre l'obésité. Même en les combinant avec des taxes sur la junk food. Pour ce qui est des subventions, les économistes ont pensé aussi pourquoi ne pas subventionner l'exercice physique pour subventionner la dépense calorique. Et là, on a des résultats très mitigés. Il ne semble pas y avoir de très forts effets. On a des effets relativement faibles sur l'activité des enfants, sur l'activité des employés lorsque ces programmes sont mis en place dans le cadre des entreprises. Où ça marche un peu mieux, c'est dans certaines expériences où on paye les gens pour aller dans une salle de sport et on regarde si effectivement ils dépensent plus de calories. Là, ça marche pendant le temps de l'expérience. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur l'étiquetage. Et là, il y a des résultats intéressants. Il y a des bénéfices à long terme de l'étiquetage. Et comme pour les taxes nutritionnelles, une des manières dont l'étiquetage et les taxes nutritionnelles marchent, ce n'est pas seulement en faisant baisser les quantités consommées par les consommateurs, mais c'est en forçant les fabricants et les restaurateurs à changer, à modifier leurs produits. Donc, les fabricants, par exemple, mettent moins de sucre ou de graisse dans leurs produits. Les restaurateurs également vont proposer des nourritures plus saines. Donc, l'étiquetage est également bénéfique. Les logos Nutri-Score, voilà, exactement, merci. Et donc, par exemple, en France, on sait que l'étiquetage a des effets similaires aux taxes sur la valeur en termes de santé publique. Maintenant, comparé aux taxes, les taxes rapportent des revenus à l'État et l'étiquetage coûte, d'accord? Donc, ce sont des mesures, on va dire, complémentaires. On peut
pas vraiment en choisir une par rapport à l'autre. Et ce qu'on sait également, c'est que les taxes sont plus efficaces pour corriger les imperfections de marché, mais l'étiquetage est efficace pour lutter contre les problèmes informationnels, parce que c'est directement une information qu'on donne aux consommateurs. Ce produit est bon ou mauvais à la santé. Par exemple, on peut penser au Nutri-Score. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On a également examiné les incitations douces. Elles sont mieux acceptées que les taxes. Alors, les incitations douces, on appelle ça les nudges. C'est tout ce qui est changer l'environnement dans lequel les gens prennent des décisions. Donc, par exemple, les nudges les plus efficaces, c'est ce qu'on appelle les nudges de comportement qui facilitent l'accès à la nourriture saine. Donc, c'est lié, par exemple, à la façon dont on présente la nourriture dans les cantines ou les collectivités, en présentant en premier de la nourriture saine, basse calorie. Il y a toute une série de mesures, bien sûr, qui restent à explorer. Quel est l'effet on n'a pas vraiment encore mesuré l'effet de la lutte contre le marketing alimentaire de la junk food. Je pense que ça, c'est très important, lutter contre le marketing alimentaire de la junk food. Également, une piste qui me semble intéressante, c'est utiliser les médias sociaux à notre avantage pour créer un changement de normes et communiquer des normes de poids physiologiquement sain et de part de nourriture raisonnable. Et je pense qu'il faut également considérer et étudier plus en détail les taxes sur la nourriture industrielle qui a beaucoup de calories, qui est riche en calories, et également sur la nourriture à emporter, qui est taxée à l'heure actuelle à 10%. Mais je pense qu'il faut réfléchir à peut-être changer la fiscalité là-dessus. Voilà. Et puis une dernière chose, bon, il y a des médicaments à l'heure actuelle qui sont approuvés aux États-Unis et en Europe pour lutter contre l'obésité. Donc c'est le Wegovy, par exemple. Il y a une question de politique publique cruciale liée au Wegovy, c'est est-ce qu'il doit être remboursé par les systèmes d'assurance maladie. Si c'est un médicament qui marche, est-ce qu'on doit le rembourser? Est-ce que c'est moins cher de rembourser le Wegovy que de rembourser les médicaments qui vont traiter le diabète de type 2, par exemple, les maladies cardiovasculaires et les cancers? Ça dépend complètement des prix que les pouvoirs publics vont réussir à négocier avec les compagnies comme Novo Nordisk et la comparaison de ces prix avec ceux des médicaments traditionnels et des traitements contre l'obésité. Ça dépend aussi des changements de comportement que ces produits peuvent inciter. Voilà. Donc, néanmoins, ce que je veux dire, c'est que même si ces médicaments, ultimement, étaient efficaces et peu chers, et que les autorités publiques décidaient de les rembourser, ils auraient un coût pour la société, d'accord? Et ça veut dire que dans tous les cas de figure, c'est très important d'avoir des politiques de prévention au niveau public qui changent l'environnement pour le rendre moins obésogène. Oui, non, je vais juste compléter parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais effectivement, la problématique d'obésité étant multidimensionnelle, elle est évidemment interministérielle et comme l'a indiqué Nathalie, les ministères de la Santé, de l'Agriculture ont tous les deux leur rôle à jouer, que ce soit pour rendre les produits finalement sains plus accessibles pour les populations et les produits malsains moins accessibles. Alors, il y a différents mécanismes de politique publique qui existent. Il y a la taxe, il y a l'information via l'étiquetage, et puis pourquoi pas aussi les interdictions qui n'ont pas forcément été présentées, mais il existe des politiques d'interdiction des produits malsains dans certains lieux. En France, il y a eu l'interdiction des distributeurs de snacks dans les écoles. Ça a été fait aussi dans pas mal de pays. Ça a montré des effets dans certains pays assez intéressants pour lutter contre l'obésité infantile. Donc, faut pas mettre de côté l'interdiction parce qu'elle peut avoir un effet intéressant. Et puis en plus de ça, je pense qu'on peut agir sur l'offre, donc améliorer l'offre alimentaire, agir sur les industries, jouer sur les rapports de prix relatifs entre les produits sains et malsains, etc. Mais il faut aussi agir sur la demande alimentaire. Et pour cela, je pense que, comme l'a dit Nathalie, les politiques de prévention et d'éducation sont essentielles parce que c'est ces politiques qui vont permettre d'augmenter la probabilité aux ménages
qui consomment ces produits-là de changer leur comportement alimentaire et peut-être d'investir dans leur santé, dans leur propre santé. Et puis, ça a été démontré dans certains pays qui ont investi de manière très massive, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Corée du Sud qui a investi de manière très massive dans leur système éducatif et dans la prévention liée à la santé et à la nutrition. Et c'est dans ces pays qu'on commence à observer finalement un déclin des maladies chroniques. Donc, il y a quelques résultats prometteurs qui viennent de ces pays et qui montrent bien qu'investir massivement dans l'éducation et la santé, ça a des effets. En plus de ça, je pense que les collectivités territoriales ont aussi un rôle à jouer parce qu'il y a quand même la nécessité de réduire le caractère obésogène des quartiers de résidence, en particulier des quartiers où vivent les personnes défavorisées, donc dans les zones périurbaines et urbaines à statut socio-démographique faible. Et là, pour le coup, non seulement il faut remodeler l'environnement alimentaire, c'est-à-dire peut-être changer l'offre alimentaire, donc restreindre l'installation de certains commerces qui vendent uniquement du fast-food et de la junk food, peut-être favoriser ou subventionner des commerces de proximité qui vont vendre des produits plus sains. Et puis également remodeler finalement l'environnement physique de ces quartiers, donc tout ce qui est lié au bâti, donc la présence d'espaces verts, de parcs, de squares, des allées arborées piétonnes pour favoriser la marche à pied, favoriser l'activité physique. Et puis voilà, et puis également investir dans les transports publics pour favoriser la marche à pied, réduire le trafic automobile en ville, réduire la pollution en ville. Tous ces types de petits mécanismes d'action publique qui là, sont gérés par les collectivités, mais qui ont véritablement, je pense, un rôle à jouer dans l'équation. Voilà, je m'arrête là. Et je rends la parole à Isabelle, au public. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'il y avait beaucoup d'informations de la part de nos chercheurs. Donc, j'espère que, voilà, maintenant, je vous laisse la parole au public pour toute question de compréhension ou de réaction en disant, moi, je ne crois pas du tout à ce que vous avez dit ou vous utilisez des mauvaises méthodes. Voilà, donc, allez-y, madame. Alors, j'ai une réflexion et une question. Monsieur a repris l'idée après, mais l'activité physique, je vous ai trouvé assez pessimiste. Or, je pense que c'est quelque chose qu'il faut marteler, développer. Ça fait monter les endorphines et ça a un effet coupe-faim aussi. C'est très important, il me semble, ça. Et là, une question toute bête par rapport à la perte de PIB pour l'obésité, en comparatif par rapport au tabac, ça donne à peu près quoi? Merci. Je ne peux pas vous dire en termes de PIB. En termes de comparaison des coûts liés à l'obésité avec les coûts liés au tabagisme, si on regarde les coûts totaux, ils sont à peu près équivalents. Maintenant, il faut faire très attention parce que quand on parle de coûts totaux, on compare tous les gens qui sont en surpoids et obèses, dans les études auxquelles je fais référence, avec les gens qui sont des consommateurs de tabac réguliers uniquement. Donc, on ne compare pas exactement la même population. Et je vous parle uniquement des coûts totaux. En termes de coûts uniquement pour la santé, les coûts liés au tabagisme sont 2 à 3 fois ceux des coûts liés à l'obésité. Voilà. Tu connais? Alors, pour la question du PIB, en gros, le coût total de l'obésité, c'est entre 2 et 3% du PIB annuel. Voilà. Et pour l'activité physique, oui, vous avez totalement raison. Et Nathalie l'avait précisé, elle a mis l'accent sur l'alimentation, mais elle a bien dit que le second poste dans l'équation, en gros, c'est dépenses énergétiques versus apport énergétique. Et effectivement, les dépenses aussi sont très importantes et il y a des choses à faire là-dessus, totalement. Oui, je veux clarifier mes propos. Donc, mes propos, c'est simplement le résultat. Je vous décris l'état des connaissances actuelles en économie. Et donc, les résultats que je vous décris, c'est ce qu'on a trouvé jusqu'à présent sur les interventions sur l'activité physique. Et c'est vrai, les résultats sont un petit peu pessimistes. Maintenant, je suis d'accord avec vous, il faut plus d'études, de l'imagination pour faire bouger les gens. Voilà, il y a beaucoup moins d'études, c'est tout à fait vrai. Il y a beaucoup moins de données également.
ce qui rend les études difficiles. Il y a beaucoup moins de données sur les calories dépensées au travail et les calories dépensées en dehors du travail. Donc ça rend les études plus difficiles. Maintenant, un aspect avec lequel je suis tout à fait d'accord avec Pierre sur la dépense énergétique, c'est de développer les transports en commun, de construire des trottoirs, des allées vertes pour les bicyclettes. C'est quelque chose qui manque cruellement aux États-Unis, hein, et qui contribue certainement à avoir des modes de vie sédentaires où les gens prennent leur voiture et n'ont encore moins de dépenses énergétiques qu'ils le pourraient. J'avais une petite question par rapport à, enfin, vous avez fait une remarque concernant la Corée du Sud et le Japon. J'aurais aimé savoir s'il y a également des données qui ont été collectées sur notamment l'Inde et la Chine qui ont des classes moyennes qui sont émergentes et aussi, alors, je pense peut-être plus l'Inde avec euh, comment dire, un accès beaucoup plus à une nourriture plus riche, peut-être un mode un peu plus occidentalisé, etc. Est-ce qu'on sait si justement il y a eu des effets de hausse du taux d'obésité dans ces populations? Pierre. Alors oui, il y a des études qui existent en Chine et en Inde. Après, c'est un peu différent dans la mesure où ils ne sont pas au même niveau de développement économique. La Chine est un peu plus développée que l'Inde. La Chine est classée comme revenu intermédiaire supérieur, l'Inde comme revenu intermédiaire inférieur. Donc évidemment, la prévalence d'obésité va être un peu différente. Elle est plus élevée en Chine puisqu'elle est plus développée. Euh, En Chine, il y a une forte augmentation de l'obésité parce qu'ils partaient de bas, mais ils augmentent de très vite, hein. Je crois qu'aujourd'hui, ils doivent être autour de 10 à 15 entre 10 et 15% d'obésité en Chine. Ça touche surtout les classes moyennes inférieures. Euh, c'est un peu comme dans tous les pays émergents, comme le Mexique également. Donc, comme je le disais, c'est des classes qui sont relativement assez peu éduquées dans l'absolu, mais qui ont un revenu suffisant pour aller se diriger vers une consommation de masse riche en aliments transformés et en calories, en gras, etc. Donc plutôt en zone urbaine. En Chine, il y a moins ces problèmes de dénutrition qui existent, peut-être en zone rurale très reculée, chez des ménages très vulnérables encore. Mais en Inde, là, on a vraiment le cas typique des pays à revenus intermédiaires inférieurs où on a une coexistence de l'obésité, donc de l'émergence du surpoids et de l'obésité en ville, euh, dans des ménages, dans les classes moyennes notamment, mais aussi dans les ménages un peu plus riches, qui vont, on va dire, introduire aussi plus de calories dans leur régime alimentaire via l'arrivée de la viande, hein, en Inde, quelque chose qui était assez peu présente, mais qui augmente de plus en plus. Et en zone rurale, et chez les ménages les plus précaires, là, une persistance de la dénutrition, de la faim. Et donc voilà, on a vraiment cette double peine de la malnutrition en Inde. C'est vraiment le pays cas d'école pour étudier cette double peine. Oui, j'aimerais savoir pourquoi subventionner la bonne nourriture, il n'y a pas d'effet sur l'obésité. Et peut-être subventionner à quel pourcentage? Euh, Ce qui se passe, c'est que c'est qu'une subvention, elle a deux effets. Donc, elle a un effet de substitution qui fait que les gens vont se tourner plus vers la nourriture saine que la junk food. Mais quand on donne une subvention, ça a aussi un effet de richesse. Donc, les gens vont acheter plus de nourriture. Donc, si vous voulez, ils vont au total dépenser plus et absorber plus de calories, même si dans la composition de leur panier de nourriture, il y a une proportion plus grande qu'avant de la nourriture saine. Donc, c'est ce qu'on trouve dans ces études. En termes de pourcentage, je ne les ai pas en tête, mais les études qui combinent une taxe sur la junk food et une subvention sur la nourriture saine, ce sont des études qui essayent de faire la même, de taxer, d'avoir une taxe à la même hauteur que la subvention. Voilà, c'est l'idée. Il y a aussi beaucoup à faire là-dessus, hein. On n'a pas encore les idées très très claires là-dessus. Il y a quelques études sur, c'est un peu des subventions sur les chèques alimentaires en fait donnés à des ménages et qui vont comparer
finalement les chèques alimentaires restreints et non restreints. Donc il y a des chèques alimentaires qui peuvent être utilisés par exemple que pour acheter des fruits et légumes, donc des subventions en quelque sorte pour acheter des fruits et légumes. Et effectivement, on voit dans ces études que ça augmente la consommation de fruits et légumes. Mais il y a souvent dans ces études des effets, ce que disait un peu Nathalie, des effets rebonds. C'est-à-dire que vu que maintenant on achète des fruits et légumes qui nous coûtent moins cher, même si on en achète un petit peu plus, eh ben, notre pouvoir d'achat augmente. Et cette augmentation de pouvoir d'achat, on va la réinjecter dans d'autres consommations et qui vont souvent être des consommations à risque, donc des aliments riches en gras et en sucre. Donc on observe aussi une augmentation de certains produits à risque lorsqu'on subventionne les fruits et légumes. Donc c'est ça, c'est ces effets substitution et rebonds qui font que c'est assez peu efficace. Mais voilà. C'est peut-être parce qu'on les a mal paramétrés aussi. J'ai une question concernant, entre guillemets, les politiques publiques en fait, de prévention par rapport à l'obésité. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer. Donc vous expliquez les modes de vie urbains, etc. Enfin, ne serait-ce qu'en France, il doit y avoir des inégalités selon les régions au niveau des taux d'obésité. Et il y a même après dans certains pays qui vont avoir des différences ethniques. Par exemple, j'avais appris, je crois que c'est à Hawaï ou je ne sais plus quelle île des États-Unis, où en fait la population a des capacités génétiques à beaucoup plus stocker les réserves de nourriture parce que ça vient de leur histoire et qu'ils sont venus par radeau, etc. Les personnes qui avaient le plus de capacités qui stockaient le plus et qui se retrouvent avec des taux d'obésité qui sont absolument énormes. Est-ce que vous pensez que c'est mieux de faire. Enfin, est-ce qu'il y a eu différentes choses qui ont été testées? Est-ce que c'est plus efficace d'avoir quelque chose qui est général ou est-ce qu'il faudrait mieux avoir des politiques de prévention ou d'amélioration de la situation qui soient ciblées enfin, en termes de répartition des ressources publiques, quoi. C'est vrai. Donc, au niveau régional, vous avez entièrement raison. Il y a des grandes disparités. En France, dans la moitié nord, on observe une plus forte prévalence de l'obésité que dans la moitié sud, sauf en Île-de-France, Pays de Loire et Bretagne. Et comme l'a souligné Pierre, dans les pays riches, la prévalence de l'obésité, elle est très liée à la pauvreté. Donc, on observe une disparité régionale qui est très corrélée avec aussi les niveaux de revenus. C'est également vrai que dans certaines populations des îles du Pacifique, il y a des taux de prévalence de l'obésité bien plus élevés pour des raisons biologiques, génétiques. On est tous inégaux face à l'obésité et que ces populations ont également probablement plus souffert de l'arrivée de produits industriels à forte valeur énergétique. Alors, la mise en place des politiques publiques, je pense que de façon générale, c'est bien de changer l'environnement obésogène pour tout le monde et ça n'exclut pas d'avoir des interventions plus ciblées, peut-être en termes d'éducation, de mise à disponibilité de certains produits pour les populations les plus vulnérables. Et pour compléter, je pense qu'effectivement, ces pays insulaires que vous mentionnez, effectivement, où là, on va observer peut-être deux tiers de la population qui est obèse, c'est énorme comme taux. Finalement, ça devient la norme physique. Eh bien, c'est des pays où l'agriculture est quasiment absente, ou alors c'est une agriculture héritée de la colonisation qui est orientée en fait vers de la production d'alcool pour les anciens pays colonisateurs, et où finalement la plupart des aliments sont importés. Et lorsqu'on importe des aliments de loin, il faut importer des aliments non périssables, donc des produits transformés, riches en gras et en sucre. Donc je pense qu'il y a quand même des explications de commerce international qui donnent des arguments pour dire pourquoi ces taux d'obésité sont si énormes dans ces pays insulaires. Il y a sans doute peut-être de l'épigénétique aussi là-dedans.
comme vous le mentionniez, hein, sur le fait que peut-être il y a la théorie du gène économe qui existe. Si finalement on appartient à des populations qui ont connu beaucoup dans les dernières décennies de famines régulières, finalement notre organisme stocke plus le gras et élimine moins. Élimine moins. Et donc, avec les nouveaux modes de consommation à l'occidental, du monde moderne, où on ingère beaucoup trop de calories pour ce qu'on dépense, pour les gens qui en dépensent encore moins, forcément, la balance est de beaucoup plus déséquilibrée. Donc oui, mais bon, je pense qu'on sera moins qualifié pour parler d'épigénétique, mais je pense que déjà, rien que l'explication du commerce international tient la route. Et effectivement, malheureusement, pour ces populations qui vont davantage stocker les graisses pour des raisons épigénétiques, là, peut-être que l'effort est encore plus important dans le sens où ils doivent peut-être encore plus réduire leur apport énergétique et faire d'autant plus d'activité physique. S'il n'y a plus de remarques dans la salle, on va donner la parole à Mourad Anachi qui va nous faire... pardon, Marianne. Je voudrais quelques mots dire à propos des aspects chirurgicaux et médecine. Vous n'avez pas du tout mentionné, pas mal d'obèses, je n'ai aucune statistique, s'orientent vers la chirurgie et apparemment les demandes est forte. Mais est-ce qu'un État prenne en compte cet aspect médical dans la lutte contre l'obésité? Merci. Oui, absolument. Enfin, je pense que ces traitements, le lien avec la politique publique, c'est dans quelle mesure on doit les rembourser. Donc, par exemple, les traitements de chirurgie bariatrique, ils sont remboursés pour des gens qui sont au-dessus d'un certain niveau d'indice de masse corporelle. Et je pense que ce qui est très important, c'est toujours de comparer l'efficacité, le coût et l'efficacité de ces traitements avec les alternatives, qui sont par exemple la prise de médicaments, comme je le disais tout à l'heure, le Wegovy. Et donc, c'est tout à fait une question de politique publique par rapport au système d'assurance maladie. C'est quelque chose, oui, auquel les économistes s'intéressent et ils font la comparaison de ces coûts. Voilà. Donc Mourad, maintenant, qui va nous relater les questions qui ont été dans le Zoom. Merci beaucoup. Un premier commentaire qu'on a eu pendant la discussion était sur le terme obèse. Et en fait, Aurélie nous suggère d'éviter ce terme-là parce qu'il faut parler des personnes en situation d'obésité ou vivant avec ou en obésité, mais il ne faut pas réduire une personne à une maladie. En fait, voilà, et elle nous souligne aussi que c'est ce que soutient la communauté européenne. Mais c'est un point de vigilance important. Un autre point de vigilance important qui a émergé auprès des participants à distance, c'est que lors des débats, notamment au début, ça a été moins le cas à la fin de vos interventions et des discussions avec la salle, on était très focalisé sur la nourriture, mais effectivement, on pourrait parler aussi de la taxation des perturbateurs endocriniens ou d'autres facteurs hors de la nourriture, comme la pollution de l'air ou des choses qui ont des effets qui engendrent en fait un risque d'obésité auprès des populations. Je ne sais pas si quelqu'un ici a besoin des éléments pour rebondir ou compléter ce point. Il y a eu aussi un point au moment où vous avez abordé les questions d'étiquetage, sur le fait qu'il faut faire attention aussi à ne pas noyer le consommateur et le citoyen avec plein d'étiquetages, que derrière, ça peut nuire aussi au traitement et au choix de l'information, parce que quand on a plein d'informations différentes sur différents problèmes liés à la nourriture, le choix devient aussi plus compliqué. En fait, voilà. Trop d'informations nuit à l'information. Il y a aussi un point, du coup, dans cette discussion, les participants à distance ont pointé l'idée d'une Nutri-Score qui a permis de faire évoluer les mentalités de la population, mais qui était plus sensibilisée au mieux manger, mais pas sur les personnes en obésité.
Il y a aussi des points sur tout ce qui n'est pas lié au choix et à la décision individuelle d'une personne pour son alimentation. Mais ça, vous l'avez aussi abordé à la fin, hein, avec des facteurs, des prédispositions épigénétiques, pardon. Les questions d'environnement, en fait, c'est totalement l'aménagement des villes, en fait, qu'il faut repenser, et notre lien au territoire. Et donc, Aurélie, par exemple, pointe qu'une bonne alimentation et l'activité physique sont déterminants, sont des traitements de fond, mais bons pour tous, en obésité ou pas. Il faut mettre l'accent dessus, mais cela ne guérira pas, entre guillemets, guérira l'obésité, car c'est une maladie chronique, mais aussi parce que la balance énergétique est cassée à la base. C'est-à-dire que manger mieux, que le fait de manger mieux, de bouger, ne changera pas totalement la donne. Et c'est ce qui se passe depuis 30 ans. Donc il faut s'attaquer aussi aux racines de l'obésité, et qui sont parfois pas sur le plan individuel, du comportement individuel, mais qui sont parfois génétiques, parfois liés à comment on aménage le territoire, etc. Voilà. Après, il y a aussi Aurélie qui nous suggère que les nouveaux chiffres épidémiologiques de l'obésité, enquête de la Ligue nationale contre l'obésité, sortent la semaine prochaine. Donc vous pouvez suivre ça pour la partie France. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un à distance souhaite poser une question ou souhaite corriger la façon dont j'ai traduit. N'hésitez pas si j'ai trahi le sens de vos commentaires. J'avais pas forcément de réaction par rapport à ce qui a été dit, même si le côté parler l'obésité, tout comme beaucoup de maladies maintenant modernes, sont extrêmement multifactorielles. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de dénominateur commun ou de choses à pointer du doigt en matière de qualité environnementale. De toute façon, comment dire, la qualité de vie générale, créer un environnement sain, ça recoupe un petit peu ce qui a été évoqué aussi. C'est de manière, il faut marcher, il faut essayer effectivement d'être moins exposé à la pollution, tout ce qui peut provoquer aussi du stress, qui peut intervenir sur l'organisme. Mais c'est vrai que le sujet de l'obésité ne se réduit pas à l'alimentation. Moi, c'était encore une question par rapport, entre guillemets, à la sensibilisation de la population. Est-ce que comment dire, la publicité et les effets qu'on peut avoir sur la publicité, c'est-à-dire interdire certaines publicités qui sont ciblées pour les enfants concernant des aliments sucrés ou des choses comme ça, est-ce que vous savez s'il y a eu des effets ou pas là-dessus? Je crois que Nathalie a quelques réponses. J'ai malheureusement pas énormément de réponses. J'ai commencé à regarder s'il y avait une littérature économique là-dessus. J'ai pas trouvé grand-chose. Il y a une législation en France qui est plus stricte pour ce qui est de la publicité envers les enfants par rapport aux États-Unis. Mais je n'ai pas de résultats d'études à proprement parler qui examinent ces effets-là. Alors, je vais continuer à chercher et peut-être qu'il y aura des études en cours. Instinctivement, ça me semble très important. Maintenant, si tu as des Alors effectivement, il n'y a pas grand-chose, mais il existe quand même des études un peu anciennes, parce que c'est à l'époque de la télévision, hein, dans les années 90. C'est Nestlé, elle s'appelle Nestlé, la dame, mais qui a étudié, je crois que c'est une expérimentation aux États-Unis, où ils ont effectivement arrêté de diffuser des pubs de céréales ultra sucrées entre les dessins animés. Et il y aurait eu un effet, après je n'ai pas regardé totalement si l'étude était fiable dans la méthodologie, mais un effet très important, une réduction de 10% du risque d'obésité infantile du fait de l'arrêt de la diffusion de ces programmes publicitaires entre les dessins animés. Donc oui, la publicité a un rôle à jouer, mais aujourd'hui, je pense que la pub à la télé, c'est plus ça l'objet. L'objet maintenant, c'est de s'intéresser aux réseaux sociaux. La publicité donc sur les réseaux sociaux, beaucoup plus difficile
à analyser, je pense, en tout cas, vu des outils qu'on utilise. Peut-être que les jeunes générations seront un peu plus au fait de comment on analyse les réseaux sociaux avec le big data, etc. Je pense qu'il y aura des choses à faire. Mais aujourd'hui, voilà, en termes de données, on est assez démunis, hein, pour étudier les effets de la publicité. Mais c'est un point important. Et pour répondre un peu aux remarques qui ont été faites par Aurélie, effectivement, c'est multidimensionnel. Les perturbateurs endocriniens, la pollution, tout ça, il faut faire en sorte qu'ils soient moins exposés. Mais en tant qu'économiste, on est moins investi sur ces fronts-là parce qu'on n'est pas voilà, on n'est pas des biologistes, etc. Donc, forcément, on s'intéresse aux choix individuels. Juste une petite chose là-dessus. Il y a indéniablement des facteurs que l'économie ne prend pas en compte. Donc j'ai 2 commentaires à ce sujet. D'abord, pourquoi l'économie prend en compte la consommation alimentaire et se focalise là-dessus? C'est parce que les économistes se basent sur les données pour commencer à s'intéresser à différents sujets. Et les données montrent que la croissance de la consommation alimentaire et de l'apport calorique est le facteur numéro 1 qui explique la hausse de la prévalence de l'obésité. Donc, il ne faut pas non plus le négliger, même s'il y a d'autres facteurs. Il y a un facteur intéressant dont vous parliez, c'est le stress. Et le stress, c'est quelque chose que le monde médical a clairement identifié comme étant un facteur de changement de comportement alimentaire. Quand on est stressé, on a tendance à manger plus d'aliments gras et sucrés. C'est un mécanisme de compensation. Maintenant, c'est le type d'exemple, comment on prend ça en compte quand on est un économiste. Et donc, à ce sujet, j'ai commencé à travailler dessus, j'ai publié un article. J'ai pensé que le stress économique, en fait, c'est une forme de stress. Et donc, avoir un revenu inférieur au revenu moyen ou au revenu souhaité, être en situation de précarité par rapport à l'emploi, ce sont des sources de stress qui peuvent expliquer effectivement des changements de comportement alimentaire. Et je pense que ça, c'est quelque chose donc, où l'économie peut continuer à contribuer pour relier des connaissances d'autres domaines et les outils économiques. On conclut, pardon Marianne, mais je vais me permettre une remarque. Il me semble que dans tout ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui a été un peu abordé, mais je dirais en profondeur sans vraiment le dire, c'est la question des rapports de force entre les différents acteurs, entre les acteurs de l'agriculture, entre les acteurs du monde industriel, entre les acteurs publics. Comment ce monde-là s'organise pour lutter ou pas contre l'apparition de cette pandémie. Donc, je ne sais pas si vous avez la réponse en 2-3 mots aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire sur ça, tous les deux? Bien, là, on est clairement dans la confrontation ministère de l'Agriculture contre ministère de la Santé, et où le ministère de l'Agriculture va être très soucieux de protéger les agriculteurs et l'industrie agroalimentaire, et le ministère de la Santé va plutôt, lui, être en faveur de la santé des populations. Donc, chacun, c'est pour ça que les politiques ou les programmes interministériels aboutissent très peu, c'est qu'en fait, ils ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Je pense qu'à côté de ça, il y a aussi un clash entre les préconisations des économistes et l'industrie agroalimentaire. Et je crois qu'on a le même type de rhétorique qu'on avait par rapport par exemple, pour ce qui est des taxes sur le soda, on entend le même type d'argument contre les taxes sur le soda qu'on avait contre les taxes sur les produits, sur le tabac. D'accord? Évidemment, l'industrie du tabac prédisait que ça serait une catastrophe économique et que ça n'aurait pas d'effet et que ça serait très mauvais pour les populations défavorisées. On a le même type d'argument et je crois qu'il faut contrecarrer ces arguments avec des données et des résultats d'études quand on les a, évidemment. Il faut avoir des résultats honnêtes et les présenter. Mais je crois qu'on a le même type de bataille qui se met en place et plus on accumule des connaissances et plus on
on sensibilise le public et on pousse les décideurs de politique publique à prendre des bonnes décisions pour la santé publique. Merci. On va s'arrêter là parce que nos auditeurs en Zoom vont peut-être trouver que le temps est long. Donc, il est 13h30. Merci encore à vous trois. Merci aux auditeurs présents dans cette salle. Donc, ceux qui sont présents dans cette salle, je vous invite à rejoindre bien le petit restaurant qui est à côté du bar à gauche pour discuter intitu personae avec chaque chercheur comme vous le souhaitez ou entre vous. Donc, on vous attend pour une collation à tous. Merci, merci encore. Et mille merci à Isabelle, bien sûr, à Pierre et à Nathalie. À très bientôt pour une autre séance. J'ai oublié de vous dire que ces déjeuners des curieux vont être réguliers et qu'a priori, on va en faire 6 par an. Et vous serez bien sûr tenus au courant des sujets. À très bientôt.